Et bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La police nie toute enquête sur la campagne de François Hollande, tandis que l'hebdomadaire L'Express assure que des policiers ont reçu l'ordre d'établir une biographie très fouillée de la journaliste Valérie Trierweiler. Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant s'offusque et appelle à la fin de la campagne des boules puantes. Les socialistes exigent des éclaircissements dans les plus brefs délais et plus généralement sur ce climat des affaires. Notre invité ce soir, la présidente du Parti chrétien-démocrate et candidate à la présidentielle, Christine Boutin, dans un instant. Au Sénat, les postes de responsabilité ont été attribués. Ils seront validés demain, mais d'ores et déjà, les influentes présidences de commission sont promises aux socialistes, bien sûr, à leurs partenaires écologistes et à l'opposition de droite, notamment pour la commission des finances du Sénat. Plus de détails dans ce journal. Démantelé, c'est le sort que devrait subir Dexia. La banque franco-belge fauchée par la crise de la dette sera démembrée en différentes unités. La chute de cette institution financière, premier prêteur des collectivités locales, suscite la vive inquiétude des élus. Qui va payer? Analyse à suivre de notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est le site internet de l'Express qui lance la polémique, citant, je cite, des sources policières concordantes. L'hebdomadaire affirme que des policiers de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris ont reçu l'ordre d'enquêter début 2011 sur la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. Aussitôt, la classe politique a réagi. Le PS veut que lumière soit faite. La droite dénonce des pseudo-dossiers. Tous les détails avec Julie Dungaloff. Les services du renseignement ont-ils enquêté sur la compagne de François Hollande? C'est en tout cas ce qu'affirme l'Express. Selon l'hebdomadaire, différentes sources policières affirment que début 2011, des fonctionnaires de la direction du renseignement auraient reçu l'ordre d'enquêter sur la journaliste Valérie Trierweiler, compagne du leader socialiste. Il s'agissait d'établir une notice biographique fouillée sur Madame Trierweiler, y compris sur son réseau relationnel, assure une source proche du dossier. François Hollande insiste ce soir sur la gravité des faits s'ils étaient avérés. Si ce que dit l'Express est vérifié et confirmé, ce serait extrêmement grave, puisque c'est une pratique qui est totalement interdite. Le ministère de l'Intérieur, le gouvernement ne peut pas avoir un système d'information sur des personnes. En plus, journalistes en l'occurrence, comme Valérie Trierweiler. Donc il y aurait un manquement, non pas simplement à l'éthique, mais aux règles de droit, qui appellerait à ce moment-là une responsabilité politique et judiciaire qui toucherait les personnes qui ont pu commanditer ou qui auraient pu commanditer un tel renseignement ou recherche de renseignements. Le nouveau président du groupe socialiste au Sénat vise lui directement le ministre de l'Intérieur. Si ces faits s'avéraient vrais, ça serait d'une extrême gravité, ça constituerait une nouvelle atteinte, une violation des droits des personnes. Je demande au ministre de l'Intérieur de s'exprimer, de nous dire si ces faits sont vérifiés. Ce soir, Claude Guéant semble douter de la véracité de ces révélations. Si les faits qui sont reprochés étaient avérés, je partage entièrement leurs sentiments. Si les faits qui sont évoqués étaient avérés, je serais moi aussi indigné, je considérerais que c'est tout à fait anormal. Lors du dernier débat des primaires socialistes, François Hollande a révélé qu'il craignait une campagne violente. Au Sénat, négociations tous azimuts. Après l'élection du président Jean-Pierre Bel, les postes de responsabilité sont attribués aux socialistes bien sûr et à leurs partenaires, notamment les écologistes. Et au centre de toutes les attentions, il y a la commission des finances qui devrait revenir à l'opposition et donc à l'UMP. Mais à qui précisément? Élément de réponse avec Paul Bouffard. Intense négociation autour d'un poste, celui de président de la commission des finances. Ce matin, Jean-Pierre Bel, nouveau président socialiste du Sénat, s'est dit favorable à une présidence UMP de cette commission. Un accord donc sur le poste, mais rien de clair sur la personne. À gauche, la personnalité avancée par la droite, Philippe Marigny, ancien rapporteur général du budget, ne fait pas l'unanimité. C'est quand même l'élection d'un homme. Il y a les compétences, il y a les qualités, il y a aussi le parcours d'un homme qui entre en compte. Je peux dire qu'à l'Assemblée nationale, les compétences, les qualités, le parcours de Jérôme Cahuzac ne posent pas de problème. Mais pour les élus des départements, de certains candidats, ça pose vraiment problème.
Toute la journée, l'opposition sénatoriale a revendiqué le parallélisme avec l'Assemblée nationale. Au Palais Bourbon, la commission des finances est présidée par un socialiste, Jérôme Cahuzac. Pour eux, la logique devrait s'appliquer au Sénat. Ce soir, le groupe UMP maintient son candidat en la personne du maire de Compiègne. On ne peut pas nous dire on vous laisse une commission, mais nous ne voulons pas de celui que vous désignez. Il me semble qu'il y aurait là une contradiction qui deviendrait quelque chose de désagréable dès le début de la mise en place du nouveau Sénat. La balle est désormais dans le camp socialiste, un camp qui ne porte pas Philippe Marini dans son cœur. Certains l'accusent de clientélisme. Un rapport de la Cour régionale des comptes épinglait la gestion de la mairie de Compiègne. Des éléments qui nourriront demain de nouvelles tractations qui ressemblent de plus en plus à un premier bras de fer entre la majorité et l'opposition sénatoriale. C'est un débat décisif puisqu'il aura lieu à 4 jours du premier tour des primaires de dimanche 9 octobre. Demain, les candidats à la primaire socialiste se retrouvent pour leur dernière joute audiovisuelle. Nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous à partir de 20h sur Public Sénat en compagnie de nombreux invités et analystes pour suivre en direct ce débat dont nous sommes partenaires et décrypter bien sûr les petites phrases, mais surtout les propositions de fond. Et sur ce thème, voici la question du jour avec notre partenaire LeFigaro.fr. Primaire socialiste, pensez-vous qu'une majorité nette se dégagera pour un candidat? Eh bien, vous le voyez, non pour 56% des votants, oui pour 36% des votants de Figaro.fr. Dans l'actualité également, ils attendaient tous l'explication de leur chef. Et Jean-Luc Borloo, eh bien, il s'est expliqué devant ses troupes aujourd'hui, mais il n'a fait que répéter les arguments mis en avant dimanche soir pour justifier son renoncement à la présidentielle. Son camp ne l'accable pas, mais la déception est bien là. Mounir Soussi. Jean-Louis Borloo est resté discret, invisible devant les caméras. L'heure était ce matin aux explications au siège historique des radicaux. Face à ses troupes, Jean-Louis Borloo s'est contenté de répéter les arguments révélés dimanche pour expliquer son retrait de la course présidentielle. Les affaires, les annonces, les bruits, les rumeurs, tout cela vient ajouter un caractère très délétère à l'ambiance politique aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, Jean-Louis Borloo ne veut pas favoriser une remontée du populisme ou des extrémismes qu'il craint. La déception est bien présente, mais ses proches refusent d'accabler leur ancien champion. Certains préfèrent concentrer leur amertume contre l'UMP. C'est un raisonnement bien primaire que d'avoir pensé qu'en forçant la main des uns et des autres, ça créerait en quelque sorte un transfert de voix vers le président de la République. Le président de la République et son entourage va pouvoir mesurer que cette candidature était bénéfique pour l'ensemble de la majorité présidentielle. Les radicaux perdent leur candidat naturel, mais Jean-Louis Borloo conserve la présidence du parti au moins jusqu'au début de l'année 2012. Un congrès sera organisé à cette date pour préparer les élections législatives et surtout fixer la nouvelle stratégie présidentielle. Voilà, vous l'avez vu, Jean-Luc Borloo renonce et Corinne Lepage fonce. La députée européenne et présidente du parti écologiste CAP21 a annoncé ce soir sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. L'ancienne ministre assure qu'elle ira jusqu'au bout. Elle est aussi candidate à la présidentielle de 2012, présidente du Parti chrétien-démocrate. Notre invitée ce soir, Christine Boutin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, à chaque jour, sa surprise, Jean-Luc Borloo renonce. Et ce soir, Corinne Lepage annonce sa candidature. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au fond? Le renoncement du populaire Borloo ou le démarrage de l'invisible Lepage? Je ne sais pas. Non, j'étais très. En ce qui concerne Jean-Louis Borloo, je l'avais dit il y a déjà plusieurs mois. Donc, je ne suis pas du tout surprise et j'avais parfaitement intégré le fait que Jean-Louis n'aille pas. En ce qui concerne Corinne Lepage, écoutez, il me semble que Mme Lepage était avec M. Bayrou. Donc je ne sais pas, c'est peut-être une division. Vous ne comprenez plus trop bien non plus. Et c'est peut-être un coup de pied lancé chez Bayrou, j'en sais rien, je ne sais pas, mais enfin peu importe, moi je continue mon chemin et ma route. Alors on va en parler. Revenons un instant sur les raisons invoquées par Jean-Luc Borloo pour ce renoncement. Il parle d'une présence de Marine Le Pen au second tour, du climat trouble des affaires. Est-ce que toutes ces raisons ne vous font pas réfléchir, vous, quant à la pertinence et au maintien de votre candidature, Christine Boutin? Non, pas du tout, parce que, si vous voulez, je suis arrivée à une période de ma vie où j'ai de l'expérience
et que cette période se rencontre avec un moment tout à fait particulier. Je crois que nous changeons de système, que nous arrivons à la fin d'un cycle et qu'il est grand temps de proposer de nouvelles pistes, une nouvelle organisation. Vous incarnez le changement. Eh ben, vous allez le voir dans mon projet. Ah bon, vous allez le voir dans mon projet. Parce que je crois qu'effectivement, il faut oser faire des propositions totalement nouvelles. Et vous verrez que justement parce que j'ai cette expérience, parce que je n'attends rien, pour moi personnellement, j'ai la liberté de ton que fort peu d'hommes politiques et de femmes politiques peuvent avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer? Rien. Rien, vous m'entendez? Rien. On n'a jamais essayé de vous dissuader? Non, du reste, on me laisse très tranquille. Mais je pense que ça ne va pas durer, mais ça ne m'est complètement égal. Est-ce que je peux vous dire, parce que peut-être votre score ne fait pas peur, qu'on vous savez, fait pas de pression? Je sais très bien que je suis une candidate de premier tour. Je pense que le pourcentage que je ferai sera indispensable pour le candidat de la droite du second tour. Et voilà, c'est tout. Juste pour comprendre, vous n'êtes pas dans les négociations, on a compris, vous allez mener votre campagne, votre candidature jusqu'au bout, mais est-ce que vous accepteriez donc un ralliement, on suppose, au second tour et un poste, si Nicolas Sarkozy est élu en 2012, vous rentrez à la maison, au bercail? Oui, je ne rentre pas au bercail. Vous savez, on m'avait déjà dit quand j'ai abandonné, j'ai décidé de ne pas retourner à l'Assemblée, on m'avait dit tu seras morte, tu ne feras plus de politique, etc. Depuis, je crois que je fais... En politique, on ne meurt jamais. Voilà, et je pense que je suis toujours très, très influente dans la vie politique française et je compte bien continuer. Mais vous savez, il y a toute une génération d'hommes et de femmes, de jeunes qui arrivent et qui sont magnifiques et qui portent les convictions que je porte depuis tant d'années et qui vont prendre le relais. Et moi, je suis là pour leur préparer le chemin. Voilà. Donc, je n'attends rien. Je ne demande rien pour moi. Mais je pense que la jeune génération est en train d'arriver et ça me donne beaucoup de joie. Voilà pour le message de Christine Boutin. Alors, dans l'actualité ce soir, vous l'avez vu dans notre sujet, l'Express révèle que des policiers auraient, on utilise le conditionnel, mené une enquête sur la compagne de François Hollande. Si c'est prouvé, quel est votre avis, votre jugement sur cette affaire? Même si ce n'est pas prouvé, si vous voulez, le fait... Alors si c'est prouvé, naturellement, c'est ahurissant. Enfin, ce serait la démonstration supplémentaire que nous sommes arrivés à un degré zéro de la politique et que même les institutions, la République et la démocratie sont mis en cause. Si c'était vrai. Si ce n'est pas vrai, ça voudrait dire qu'on est aussi dans l'agite propre et que n'ayant pas de propositions très concrètes et très novatrices à proposer, eh bien on essaie, comment dirais-je, d'amuser l'opinion par des choses nauséabondes, parce que c'est beaucoup plus les choses nauséabondes qui intéressent que les belles choses. Alors, donc voilà. Soyons prudents justement, mais de manière générale, est-ce que vous imaginez que des policiers prennent seuls une décision d'enquêter sur telle ou telle personne sans en recevoir l'ordre de leur hiérarchie? Ça me semble difficile, mais enfin aujourd'hui tout est possible. Comme il n'y a plus de repères, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de respect, après tout, certains peuvent prendre des initiatives. Bon, enfin ça me semble assez curieux. Mais aujourd'hui tout est possible, effectivement. Alors, parlons de l'avenir. Demain, l'avenir immédiat. Demain aura lieu le 3e débat des primaires socialistes. La plupart des observateurs, Christine Boutin, s'accordent pour dire que c'était un débat, ce sont des débats de qualité et que le concept est original. Est-ce que vous êtes d'accord sur la forme? Mais pas du tout. Je pense que c'est un hold-up médiatique et un hold-up constitutionnel. Et je ne le dis pas parce que c'est la gauche. Ce serait la droite qui l'aurait fait, je dirais, de la même façon. Mais vous ne le dites pas sous le coup de l'envie et de la jalousie face à un exercice démocratique qui intéresse les Français. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, vous êtes incapable, vous-même qui êtes partenaire, vous serez incapable, vous les médias, de rétablir l'équité entre le temps de parole, les discussions, les décryptages qui ont été donnés à cette partie politique par rapport aux autres. Pourtant, nous sommes tenus de le faire. Mais vous ne le ferez pas. Vous croyez? C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pourrez pas le faire. Bon. Donc, mais à part le souci le hold-up constitutionnel, il est qu'en France, il y a une élection à la présidentielle qui est marquée dans le marbre de notre Constitution. C'est une élection à 2 tours. Qu'il y ait des primaires internes au parti, c'est tout à fait normal. Et ça, il n'y avait absolument rien d'inquiétant là-dedans. Mais à partir du moment où vous faites une primaire qui est ouverte à tout le monde, dans les médias, qui prend du reste les communes aussi comme partenaires, vous installez en fait un nouveau système qui est le système américain, où là la primaire se justifie parce qu'il y a une élection à un tour. Alors, ce qui n'est pas le cas en France. Est-ce que vous serez favorable à ce nouveau système si de cette même manière il s'appliquait à la droite en 2017? Non, absolument pas. Je pense même que la droite a tort de courir derrière la gauche. Ou alors on dit qu'on change de constitution. Mais disons-le aux Français, ne jouons pas avec eux. En ce moment, nous sommes en train de changer de constitution sans le dire. On va se mettre
mettre devant le fait accompli et on va dire aux Français, bah, ça y est, on a changé de constitution. Le quinquennat induisait en lui-même, moi je ne l'ai pas voté quand j'étais député, induisait en lui-même un régime présidentiel. C'est ce qui est en train de se mettre en place et je ne comprends pas que le gouvernement ait donné l'ordre au préfet de mettre que les communes mettent à disposition ces salles. Je ne comprends pas que la droite dise, parce qu'elle a peur maintenant de pas être dans le progrès, de dire on le fera en 2017. Ça veut dire que si on le fait en 2017, laissez-moi te dire deux mots. On fait les primaires, à droite et à gauche, il y a une personne qui sort, et à ce moment-là, on arrive au premier tour de la Constitution française. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de deuxième tour, il n'est plus nécessaire de faire un deuxième tour. Donc nous changeons véritablement de constitution. Coup de gueule ce soir de Christine Boudin, mais vous regarderez demain quand même le débat, peut-être sur notre antenne. Peut-être, je ne suis pas certaine, je n'ai vu ni le premier ni le second. Alors, un dernier mot pour finir sur la situation en Europe et en Grèce. Et là, je m'adresse à la présidente du Parti chrétien-démocrate que vous êtes. Face au désarroi du peuple grec, à sa souffrance, l'Église orthodoxe grecque reste tranquillement assise sur son patrimoine et arc-boutée à ses privilèges. Elle refuse de payer des impôts. Est-ce que c'est ça, la charité chrétienne? Alors, d'abord, je vais répondre à votre question, mais le Parti chrétien-démocrate n'est pas un parti confessionnel. Je tiens à le dire quand même très clairement. Mais je sais que vous avez votre avis sur ce genre de questions importantes. Cela dit, il est effectivement, de toute façon, que ce soit l'Église ou pas l'Église, les églises ou pas les églises, tout le monde est concerné dans une tragédie comme celle que connaît la Grèce aujourd'hui. Et donc, il me semble, a priori, vu d'ici, après une question directe d'une journaliste, qu'il me semblerait normal que tout le monde participe. L'Église doit mettre la main à la poche. Bien sûr, il me semble, comme tout le monde. Mais voilà. Merci beaucoup Christine Boudin d'avoir été l'invitée du 22h. Merci à vous. La suite maintenant du 22h avec cette autre actualité, le naufrage, la chute, la fin, autant d'adjectifs utilisés pour décrire, qualifier la situation de Dexia. La banque franco-belge au bord du démantèlement n'arrive pas à surmonter la crise de la dette. La situation inquiète en particulier les collectivités locales. On voit tout cela avec Marie Brébeau. Dexia à nouveau dans la tourmente. 3 ans après avoir évité de peu la faillite, la banque franco-belge connaît aujourd'hui une crise des liquidités. Le cours de l'action a chuté de manière vertigineuse. La France et la Belgique cherchent des solutions et se dirigent vers le démantèlement du groupe. La Caisse des dépôts et la Banque postale pourraient reprendre une partie des activités de Dexia, spécialiste du crédit aux collectivités locales. Dans les communes, départements et régions, cette situation inquiète. Il y a énormément de collectivités locales qui ont des prêts à long terme, à très long terme, qui avaient été contractés auprès de cette banque. Or, aujourd'hui, face à ces difficultés, eh bien évidemment, d'autres banques vont peut-être reprendre l'activité de Dexia, mais dans quelles conditions, on l'ignore aujourd'hui. Et certainement pas à perte, bien évidemment. Donc le risque, c'est évidemment au contraire d'alourdir encore les difficultés et la dette des collectivités locales. Il y a urgence à agir car il faut notamment préserver le potentiel d'emprunt de ces collectivités territoriales. François Baroin, le ministre des Finances, y est engagé. Mais quelle forme va prendre le soutien de l'État au sauvetage de la banque? Il y a des pertes qui ont été faites à un moment ou à un autre. Les 5 milliards qui ont été perdus aux États-Unis altèrent en quelque sorte le potentiel et obligent l'État à s'engager pour venir apporter des cautions et des garanties. Le contribuable pourrait donc mettre à nouveau la main à la poche. Dexia est particulièrement exposée à la dette grecque. Elle détient de nombreux actifs toxiques, de créances trop douteuses. Ces créances seraient isolées dans une structure à part, dont l'État français deviendrait l'actionnaire majoritaire. Le naufrage de Dexia, on en parle avec Jean-Louis Gombaud, bien sûr. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors comment cette banque, Jean-Louis, comment elle en est arrivée là? Alors d'abord, toutes les banques n'en sont pas arrivées là, mais ont toutes des problèmes. Et Dexia en a compte tenu de sa structure particulière. C'est une banque qui prête aux collectivités locales, mais qui n'a pas en échange des dépôts. C'est-à-dire que les collectivités locales ne déposent pas leur argent chez Dexia, vous et moi non plus, personne ne dépose précisément de l'argent. Donc pour prêter, il faut qu'elle puisse emprunter. Alors qu'est-ce qui se passe? Dexia dit aux prêteurs, les autres banquiers, écoutez, moi j'ai des créances sur les collectivités locales, j'ai une créance sur les collectivités locales italiennes, j'ai des créances sur l'État italien, sur l'État espagnol, sur d'autres partenaires, et tout ça, ça garantit le fait que je vous rembourserai, bien entendu. Ça a marché tant que ces créances-là avaient de la valeur. Et depuis la crise de la dette souveraine, effectivement, les banquiers disent « Ah non, non, pas du tout ». Ce que tu nous montres là, les milliards que tu montres là, ils ne valent pas les milliards que tu dis. Et là-dedans, il y aurait à peu près 100 milliards
de créances douteuses et à partir de là, Dexia n'a plus les moyens extérieurs pour s'alimenter puisque c'est à l'extérieur de lui-même qu'il trouve l'argent pour le reprêter aux collectivités locales. Donc à partir de là, tout est bouclé, rien ne fonctionne. Dexia donc est littéralement étranglé et c'est pour ça que l'on parle de potentielle faillite. Et ce soir, Jean-Louis, les collectivités locales, elles sont apeurées, angoissées, peut-être certaines traumatisées. Elles ont raison de l'être? Il faut s'inquiéter? Je dirais oui et non. D'ailleurs, on vient de l'entendre dans le reportage. Non, d'abord, premièrement, en tout cas à court terme, puisque l'État français et belge, puisque c'est une banque franco-belge, a dit, écoutez, les 100 milliards valent 100 milliards, vous pouvez donc faire confiance. Moi, je garantis que ça vaudra 100 milliards, donc vous pouvez continuer à pouvoir prêter à Dexia. Mais là, se joue un problème économique, financier et politique. Un problème économique, c'est que l'État français et l'État belge sont déjà très endettés. Vous ne pouvez pas leur remettre 100 milliards sur le dos. Pendant un certain temps, il n'y aura pas de problème, mais éternellement. Donc à un moment, il va falloir trancher. Il y a un problème politique, c'est-à-dire que c'est franco-belge. Quelle est la part pour les Belges? Quelle est la part pour les Français? Ça ne va pas être simple, d'autant plus que les Flamands n'aiment pas Dexia, qu'ils jugent comme une banque trop française, trop prêteuse aux collectivités françaises. Donc il y aura un problème politique qui va immédiatement se poser. Donc dans un deuxième temps, il va falloir trouver une solution. Et cette solution, c'est effectivement, ça va être le démantèlement, le démembrement, ce qui ne va pas être simple. Alors en France, on dit, bon, bah, les dépôts, il y a une banque publique en France, pas exactement, mais enfin, qui a des dépôts, c'est la Poste. Oui. Recollons un peu Dexia avec la Poste française, mais la Poste a dit, écoutez, franchement, je ne suis pas en si bonne santé que ça, vous mettez des choses toxiques sur le dos, ça ne va pas être si simple. Et puis il y a une autre, c'est la Caisse de dépôt et consignation, évidemment, très importante, elle qui n'a aucun problème, mais qui dit, si vous m'accolez un peu à Dexia, je vais perdre mon AAA, ce qui me posera des problèmes. Donc les collectivités locales peuvent se dire, attendez, on risque d'être asséchés à un moment où les autres banques prêtent, elles, de moins en moins à cause de la crise bancaire. Et nous suivrons évidemment les conséquences sur ces collectivités locales. Merci beaucoup Jean-Louis. Cette information ce soir, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné l'ancien président de Polynésie française Gaston Floss à 4 ans de prison ferme dans une vaste affaire d'emploi fictif. Sénateur âgé de 80 ans, il était poursuivi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Voilà la suite du 22h. Dans un instant, nous parlerons de ce qui est devenu l'affaire Néré, du nom du numéro 2 de la PJ lyonnaise, mis en examen pour plus de 12 chefs d'inculpation. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info, il est signé Cécile Sixou. Elles ont le baby blues et elles étaient dans la rue pour le dire. Les sages-femmes ont manifesté cet après-midi à Paris. Elles réclament la reconnaissance des professionnels de la naissance et une revalorisation de leur travail. Pour les syndicats, une augmentation des salaires et des effectifs est nécessaire. La démographie n'est pas suffisante, il faut augmenter le nombre de sages-femmes. On ne peut pas avoir une naissance de qualité sécuritaire avec une sage-femme qui s'occupe de plusieurs femmes en même temps dans une maternité. Sur cette image, elle semble complice. Pourtant, la réconciliation a été de courte durée entre Liliane Bettencourt et sa fille Françoise Meyer. Cet après-midi, à la demande de la fille, un juge des Hauts-de-Seine a examiné l'éventuel placement sous tutelle de la 3e fortune de France. Selon Françoise Meyer, sa mère serait malade et maltraitée. Pour Liliane Bettencourt, pas question de se laisser faire. Elle promet à sa fille une guerre nucléaire. La décision de mise sous protection judiciaire de Madame Bettencourt sera remise le 17 octobre. Des opposants syriens pourchassés même au pays des droits de l'homme, c'est ce que dénonce Amnesty International. Selon un rapport, plus de 30 opposants syriens de par le monde ont été l'objet de menaces par des membres des ambassades syriennes. Ce type d'incidents graves se sont produits dans 8 pays, donc la France et 7 autres pays. Donc manifestement, il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais il s'agit bien d'une campagne d'intimidation et de harcèlement auprès des opposants syriens exilés, orchestrés par les services secrets syriens. La France et la Suède ont adressé une mise en garde au régime de Damas. Face à des intimidations de protestataires syriens sur son territoire, la Suède a déjà pris des mesures et expulsé des diplomates syriens. Depuis le début de la contestation mi-mars, la répression a fait au moins 2700 morts en Syrie, d'après l'ONU.
La chasse aux ripoux est-elle engagée? Claude Guéant a annoncé ce matin sur France 2 la suspension de Michel Néret, le numéro 2 de la PJ de Lyon. Accusé notamment de corruption et de trafic de stupéfiants, celui qu'on surnomme le super flic a passé sa première nuit en prison. Cet après-midi, le chef de la police judiciaire de Grenoble, Christophe Gava, a également été mis en examen, mais laissé libre. 3 autres policiers proches de Michel Néret risquent la même peine. Et justement, l'affaire Néret, on en parle avec notre invité. Il est journaliste, spécialiste police et justice, spécialiste des faits divers. Alain Hamon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, vous avez connu d'innombrables affaires. Est-ce que l'affaire Néret, quand elle a éclaté, quand on l'a connue, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que comme nous, vous vous êtes dit non, c'est pas possible? Alors d'abord, Michel Néret. Voilà un monsieur dont on nous dit, dans votre sujet encore, c'est le super flic. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. J'ai suivi certaines des affaires qu'il a résolues. Carré, enquête de longue haleine, interpellation, nickel chrome et tout, pas de problème. Donc, super flic. Bon. Seulement, on nous apprend aussi, et là ses avocats sont d'accord, qu'il a dit aux policiers de l'IGS et aux magistrats instructeurs, il a dit qu'il avait été imprudent. Moi, si je suis juge d'instruction, qu'un monsieur dont on me dit partout pendant 4 jours de garde à vue qu'il est super flic, puis qu'il vient dans mon cabinet et il me dit j'ai été imprudent, je lui dis non, attendez, monsieur Néret, ça va pas le faire ça. Bon. Justement, est-ce que vous tirez les mêmes conclusions, parce que c'est important ce que vous dites, que Claude Guéant, qui suspend Michel Néret, mais il est mis en examen, et la présomption d'innocence? Il n'est que suspendu. Il n'est que suspendu. Il n'est que suspendu. Donc, il peut être réintégré si ça se passe bien pour lui judiciairement. Donc, et puis, alors en plus, le super flic qui est imprudent. Si je suis juge d'instruction, je viens de vous dire ce que je fais ou ce que je lui dis. Mais si je suis flic, moi, je monte pas au feu avec lui, parce que un meneur d'hommes qui dit je suis imprudent, j'ai été imprudent. Justement, parlez-nous de ce personnage Néret. Est-ce qu'à force de courir derrière les truands, d'infiltrer leur milieu, de leur ressembler, on finit par oublier ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, même momentanément? Écoutez, de toute façon, on n'accroche pas on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je veux dire, bon, le problème, c'est que depuis 2004, il y a des textes. Ouais. Alors, il y a des textes. Il y a un fichier des informateurs de la police judiciaire, ils sont environ 1500, et puis il y a des rémunérations. Bon, moi, j'en connais des informateurs de la police, j'en fréquente des informateurs de la police. Pas forcément les meilleures fréquentations d'ailleurs, mais enfin, ceux que je fréquente, je les vois pas accepter d'être mis dans un fichier. Donc il faut faire autrement. Donc il faut être à la marge en permanence. Donc il faut marcher sur la ligne jaune en permanence. Le problème quand on marche sur la ligne jaune, c'est qu'on ne sait pas de quel côté on va retomber. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que pour obtenir quoi? Pour obtenir quoi? Parce que des arrestations, des résultats concrets, non? C'est ça l'efficacité? Oui, non, mais c'est ça l'efficacité, bien sûr. Surtout qu'en plus, depuis quelques années, on demande du chiffre policier. Ok, d'accord. Mais vous savez, depuis 48 heures, il y a autant de policiers qui vénèrent Monsieur Michel Néret que d'autres qui disent non, mais ça va comme ça. Nous, on fait pas n'importe quoi parce qu'on a des familles, on a des femmes, des enfants, donc on va pas faire n'importe quoi. Des dégâts sur la police lyonnaise. Et puis sur la police de manière générale, c'est un séisme psychologique quand même. Ouais, la police en a vu d'autres. Ah bon? La police en a vu d'autres. Vous savez, je suis en train d'écrire le deuxième tome de dossier Pécom Police. J'avais sorti le premier en 1983. Je ressors des histoires de ripoux des années 90, dans les stupes justement. Je veux pas minimiser ce qu'a pu faire Michel Néret, je veux pas non plus en dire trop, puisque présomption d'innocence il y a. Mais à côté de ce qui lui arrive lui, ce sur quoi je suis en train de travailler, ce qui lui arrive lui, c'est de la petite bière, c'est de la rigolade. Il y a eu des choses énormes par le passé. Maintenant, bon, vous l'avez dit, on peut pas faire n'importe quoi, mais on est obligé de faire avec les moyens qu'on a, et les moyens ne sont pas suffisants. Pour ceux qui sont passionnés par ces affaires, par tout ce qui se passe, rappelez-nous le nom de votre livre et puis quand il sort. C'est le deuxième tome, je crois, non? Le deuxième, je ne sais pas quand il sort. Il s'appellera Dossier Pécom Police, comme le premier, mais ne me demandez pas quand il va sortir. Je ne le sais pas encore. Oui, enfin explosive. Bon, vous avez l'habitude, mais pour nous, elles sont explosives. Merci beaucoup, Alain Hamon, d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, c'est l'émission Preuve par 3. L'invité, c'est Hervé Morin.
Et surtout, n'oubliez pas, demain, rendez-vous sur notre antenne à partir de 20h pour le débat décisif des primaires socialistes en direct, bien sûr. Belle et douce soirée avec nous. Hervé Morin, le président du Nouveau Centre et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir Hervé Morin, vous êtes là à un moment très opportun, évidemment au moment où les cartes sont rebattues au centre en vue de la présidentielle, évidemment. Avec moi pour vous interroger tout à l'heure, Pierre Rochicchioli de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous hebdomadaire de Public Sénat, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat. Le forfait de Jean-Louis Borloo ouvre le chemin au candidat naturel du centre, mais ça n'est pas vous, hein. C'est quand même plutôt François Bayrou, de l'avis unanime des commentateurs. Vous allez pouvoir leur répondre. Les commentateurs se trompent souvent, monsieur Grossier. Oui, oui. Et vous répondrez aussi aux politiques, parce que les coups commencent à pleuvoir hein, sur vous, hein, y compris d'ailleurs dans votre proximité immédiate. Enfin, on verra ça. En tous les cas, c'est toujours chez ses amis qu'on a les meilleurs soutiens, vous le savez. C'est vrai, en politique particulièrement. Mais vous êtes également, comme François Bayrou, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, c'est tout comme, vous êtes également très déterminé, en mettant en avant pour l'instant votre projet. La candidature suivra. Hier, ministre de Nicolas Sarkozy, demain un candidat contre Nicolas Sarkozy. En tous les cas, vos détracteurs, et pas seulement les commentateurs de la presse, pointent cette contradiction qui vise également Jean-Louis Borloo. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard, mais je note que vous ne retenez pas vos coups d'ores et déjà contre Nicolas Sarkozy. Vous réclamez par exemple une République irréprochable. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est plus depuis 2007 ? C'était un des engagements de la campagne de Nicolas Sarkozy qui n'a pas été tenu. S'il y a au moins un échec durant ce quinquennat, c'est cette question-là. Tant dans les procédures de nomination, dans les choix, où certaines nominations ou tentatives de nomination étaient pour le moins un peu surprenantes. Soyez précis. Je ne sais pas, prenez un exemple. Quand vous décidez que le patron de Veolia devient patron d'EDF sans qu'il soit obligé de démissionner, c'est à peu près contraire à toutes les règles qui peuvent exister en matière de gouvernance des entreprises. Est-ce que votre collègue était la mieux placée pour devenir patronne de l'établissement public de Versailles ? On pourrait multiplier à l'infini tel ou tel nommé conseiller économique et social pour dégager la place du canton de Levallois-Nord ou Levallois-Sud pour Isabelle Balkany. Toujours fait. Est-ce que c'est l'équilibre de la République est en cause ? Oui, je pense qu'il y a là une problématique d'exemplarité, de messages adressés aux Français. Est-ce que dans cette période difficile, l'État ne doit pas être plus exemplaire que les autres? C'est ça le vrai sujet. Et cette exemplarité-là, elle doit devenir à l'aune de ce qui peut exister dans les autres pays, notamment dans les pays du nord de l'Europe. Et pour cela, moi je souhaite, au lendemain de l'élection présidentielle, un référendum. J'ai clairement indiqué ce que devait contenir pour moi ce référendum. Alors, un référendum dans le simple, ce serait. C'est un référendum avec 5 ou 6 dispositions. Le premier élément, c'est le cumul des mandats. Je suis pour la suppression du cumul des mandats. Et je vous expliquerai pourquoi ça se fait par référendum, tout ça. Le deuxième élément, c'est le cumul des fonctions entre ministres